Depuis l'attentat de Charlie Hebdo, une mouvance politico-médiatique, alignée sur le tandem Hollande-Valls, avait intensifié sa traque des citoyens doutant de la parole d'État. Au lendemain des événements du 11 septembre 2001, un conflit de basse intensité traversait la société française. D'un côté, des citoyens connectés à Internet et férus d'informations passées sous silence par la presse traditionnelle de l'Hexagone, de l'autre, une poignée de personnalités intellectuelles, journalistes, militants politiques agacés par cette lame de fond et rassemblés autour de la conceptualisation d'un terme creux, sorti de la bouche d'un juif et qui rentrera finalement dans le Larousse en 2014, conspirationniste. Le premier à avoir tenté d'importer une telle expression, conspiracy théoriste, apparue aux États-Unis dans les années qui ont suivi l'assassinat de Kennedy, fut le journaliste indépendant Guillaume Dasquier, détracteur en chef de Thierry Meyssan. He need to find some reason for his ideology. His ideology is very easy. It's to show all the time that whatever happens on the planet is the result of an American plot. And of course, it's stupid. Son argument, ceux qui doutent de la version officielle du 11 septembre, à l'instar de Meyssan, sont fondamentalement stupides et incultes, voire crypto-antisémites. And they find that people who bought this book in France, who are people who come from very low class, and a lot of them never go to school, and they have a very little cultural background. In Europe, there is some people who deny the reality of the Holocaust. At this period, there is some new group like Mr. Meyssan group who all the time want to imagine that all the history was the result of a giant plot. So in the first time, the plot came from Israel and the Jews. On apprendra par la suite que Dasquier était, comme plusieurs détenteurs de la carte de presse, un collaborateur occulte des services secrets français. 10 ans plus tard, le monde s'inquiétera, à son tour, de la montée de ce phénomène, le rejet de plus en plus croissant de la narration politico-médiatique des faits majeurs d'actualité, en relayant les conclusions d'une étude réalisée par un laboratoire britannique et financée par le milliardaire juif américain, George Soros. Le journal de référence passera sous silence que cet organisme anglais n'est pas exactement un laboratoire indépendant de recherche universitaire. Sa directrice, Catherine Fieschi, est administratrice au sein d'un influent lobby ultrationniste de Grande-Bretagne, l'Institut de recherche sur les politiques juives. C'est d'ailleurs la caractéristique principale de la nébuleuse anticomplotiste, son engagement pro-israélien. Disciple de l'ultrationniste juif Pierre-André Taguieff et proche de l'islamophobe Caroline Fourest, le juif Rudi Reichstadt est l'animateur de Conspiracy Watch, un site dédié à la diabolisation de toute personne ou institution remettant en cause les versions officielles issues du champ atlanto-sioniste et qui avait participé aux universités d'automne de l'Union des étudiants juifs de France. Fonctionnaire de la ville de Paris, est également membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Ce laboratoire d'idées, dirigé par le juif Gilles Finkelstein, un ex-conseiller de DSK, Fuchs et Cahuzac, est essentiellement subventionné par l'État. L'aura est pilotée par le chercheur Jean-Yves Camus, un intervenant régulier du CRIF qui avait présenté lors d'une réunion organisée par un centre communautaire juif, le monde arabo-musulman comme une ère culturelle globalement antisémite, complotiste et négationniste. Et comme le monde est petit, Jean-Yves Camus est également un chroniqueur de Charlie Hebdo. Mieux encore,
Camus veut faire pénaliser financièrement quiconque doutera publiquement, via les réseaux sociaux, de tel ou tel récit délivré par les autorités, et docilement relayé sans sourciller par les médias de masse. Autre exemple emblématique d'un torquemada de l'anticomplotisme qui recouvre, plus profondément, la traque du moindre opposant déclaré au régime d'apartheid de Tel Aviv, le juif Frédéric Aziza. Alors, c'est Manuel Valls qui a pointé le premier, ce qu'il appelle un nouvel antisémitisme issu des quartiers, des banlieues. François Hollande, lui, c'était le 27 janvier, au mémorial de la Shoah, pointait je cite le président de la République, un antisémitisme qui se nourrit de la haine d'Israël. Est-ce que vous faites la même analyse, le même constat? Est-ce que l'antisémitisme est redevenu un mal français dans cette France de 2015? Non, je ne serais pas totalisant. Je dirais que cela existe et que le président de la République et le Premier ministre ont eu raison de le souligner. Mais, encore une fois, est-ce que nous sommes dans un antisémitisme de masse ou dans une riposte de masse pour la République? Ma position, c'est que nous sommes dans une riposte de masse pour la République, même s'il y a des cristallisations antisémites ou racistes ou islamophobes. Chien de garde du sionisme en France, ce pseudo-journaliste salarié par le service public n'avait pas hésité à demander, sur Radio J, au patron du Parti Socialiste, le juif Jean-Christophe Cambadélis, ex-intermédiaire du lobby israélo-américain ENT, également proche d'Aziza, de mettre fin à plusieurs sites qui dérangent. Alors, cristallisation antisémite, notamment via des sites internet et des réseaux sociaux, des campagnes antisémites négationnistes amplifiées par le net, par les sites notamment de Soral, un certain nombre de sites islamistes, on peut les citer, Islam et Info, Panamza, Alcance, par les spectacles et les déclarations, les prises de parole de Dieudonné. Alors, au-delà des constats, des condamnations de tous, comment on fait pour mettre fin à tout ça? Il y a un certain nombre de mesures qui ont été faites. Mais qui débouchent sur rien. Écoutez, pour Dieudonné, ça débouche sur un certain nombre de choses. Les sites existent toujours. Les sites existent toujours. Nous sommes en train de travailler à la manière de réduire cela. Vous aurez un certain nombre de propositions qui me démontreront qu'on peut le faire. Évidemment, tous les chasseurs de complotistes ne sont pas nécessairement, à l'instar de Camus et Aziza, des amis zélés du CRIF ou des chantres sincères d'Israël. Les autres acteurs de cette mouvance, tacitement adoubés par François Hollande, notamment lors de son dernier discours au mémorial de la Shoah, et soutenu par le gouvernement Valls, se caractérisent davantage par leur serviabilité envers l'idéologie atlanto-sioniste promulguée par l'appareil d'État. Voici un chapitre très court, mais qui se révèle être un indice très intéressant. En campagne pour les élections législatives du 17 mars 2015, le juif Avigdor Lieberman, ministre israélien des Affaires étrangères et dirigeant d'un parti ultranationaliste, était secrètement à Paris au jour de Noël. Le lieu de sa résidence, l'hôtel Raphaël, près des Champs-Élysées. Le but de sa présence, une étrange réunion confidentielle avec des officiels du Mossad et un personnage arabe non identifié. Les rares articles de la presse israélienne faisant état de l'affaire ont d'abord suggéré l'hypothèse d'une réunion consacrée à la question palestinienne avant de réfuter finalement cette piste. À ce jour, aucune information précise n'a fuité à propos de cette réunion parisienne étrangement encadrée par les services secrets israéliens. Et du côté de la presse française traditionnelle, silence radio, ni brève publiée, ni enquête parue depuis. Avigdor Lieberman, l'homme qui affirma dimanche vouloir décapiter les Arabes israéliens jugés déloyaux, avait déjà eu, en février 2014, un rendez-vous discret à Paris.
Son interlocuteur, qui n'avait pas mentionné la rencontre dans son agenda public, c'est Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur. Lieberman est le politicien israélien qui a le plus exploité les attentats, encore nimbés de mystère, du 7 au 9 janvier. La photo d'illustration Je suis Charlie est ainsi authentique. Elle provient du site du ministère israélien des Affaires étrangères. Après avoir présenté ses condoléances dans les premières heures qui ont suivi l'attaque de Charlie Hebdo, Lieberman avait rapidement fait un lien entre les terroristes et le Hamas, avant d'appeler les Français juifs, depuis la marche parisienne du 11 janvier où il était présent, à venir s'installer en Israël. Et enfin, dans le cadre de sa campagne électorale, Lieberman, qui espérait devenir le prochain ministre de la Défense, avait également mis en place la distribution d'exemplaires du numéro de Charlie Hebdo, comportant la caricature du prophète Mohammed en couverture. Jeannette Bougrabe, ex-secrétaire d'État UMP, qui affirmait avoir été la compagne du directeur assassiné de Charlie Hebdo, a reçu le prix de la liberté, décerné par une organisation américaine radicalement engagée en faveur d'Israël et contre l'islam. L'information avait été repérée et signalée par Olivier Pechter, web journaliste indépendant, et Jeannette Bougrabe était réapparue. Le 23 et 24 mars, après avoir disparu de la scène médiatique durant plus de 2 mois suite aux propos du frère de Charb, qui réfuta vigoureusement les allégations de Bougrabe, faisant état de son lien conjugal avec le directeur assassiné de Charlie Hebdo, celle qui était redevenue, grâce à son ami Manuel Valls, maître de requête au Conseil d'État, avait participé à un événement singulier. La réunion parisienne au Plaza Athénée d'un laboratoire d'idées américain dénommé l'Institut Gettyston. La spécificité de cet organisme, maintes fois soulignée par divers journalistes US, c'est son idéologie extrémiste, à la fois ultrationniste et anti-musulmane. Fondatrice et mécène de ce réseau influent, la juive Nina Rosenwald, ancienne co-directrice du JNSA, un puissant groupe proche du Likoud, est dévolu depuis 1976 au rapprochement militaire et stratégique des États-Unis avec Israël. Ce soir-là, Jeannette Bougrabe prenait ainsi la pause avec Guy Millière, un intellectuel néoconservateur, qui collabore avec le site anti-arabe, Drozinfo, et dont la protection physique est assurée par la Ligue de défense juive. Était également présent, El-Juif Pierre Dassas, représentant français du lobby israélo-américain Elnet, impliqué financièrement dans la campagne de François Hollande lors des primaires socialistes de 2011. On notera également la participation de Daniel Paip, figure emblématique du néoconservatisme, entouré par du séfarade Michel Zerbib, directeur de l'information à Radio J, et Christian Ballard, l'ex-journaliste de France 3, aujourd'hui chroniqueur politique sur la chaîne israélienne I24 News, qui fut le premier, le 11 septembre 2001, en France, à pointer Al-Qaïda comme responsable des attentats. C'est-à-dire qu'on est obligé de resituer ça dans le contexte d'une crise proche-orientale que nous vivons depuis un certain temps, depuis un an, depuis la deuxième intifada. Alors, l'organisation qui revendique cet attentat sur toutes les dépêches, sur les lignes que nous avons, c'est le FDLP. Là, je viens d'interroger il y a quelques instants un des proches du Premier ministre israélien, M. Sharon, qui me dit oui, en effet, c'est une possibilité, mais nous n'excluons pas de notre côté que ce soit aussi le groupe Al-Qaïda qui a été fondé en 1989 par le fameux Oussama Bin Laden. Donc on est, à mon avis, sur ces deux pistes. La piste du FDLP n'est pas à exclure, mais ça peut être aussi Oussama Bin Laden et son groupe Al-Qaïda. Le lendemain après-midi,
Au terme d'un discours au cours duquel elle déclara « Nous sommes en guerre », Jeannette Bougrabe avait reçu le prix de la liberté, selon Anne-Elisabeth Moutet, journaliste à Newsweek, The Weekly Standard et Arte, mais également administratrice de l'Institut Gettyston. Celui qui lui avait remis la décoration en main propre, un certain Bernard-Henri Lévy. Pourquoi un tel prix? Vient-il récompenser une longue carrière au service des intérêts de l'Institut Gettyston, attiser la peur de l'islam et consolider la défense d'Israël, ou une œuvre spécifique et récente? La seule action publique et médiatique de Jeannette Bougrabe, au cours de ces derniers mois, aura été sa tournée des plateaux audiovisuels, au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo. Entre deux moments d'émotion pour pleurer Charb, il n'était pas rare de l'entendre tenir un discours nettement plus idéologique et radical à propos de la lutte contre l'islamisme. Le changement dans la continuité, si l'engagement pro-israélien et anti-musulman de Jeannette Bougrabe ne date certainement pas du 7 janvier, où ses propos avaient bénéficié d'une inédite couverture médiatique, initiée par Caroline Forest et Ruth Elcriff, et qui culmina jusqu'aux millions de téléspectateurs du JT de 20h de TF1. À ce jour, une chose est certaine, la plupart des membres et contributeurs de l'Institut Gettyston sont rodés en matière de techniques de propagande culturelle et médiatique. Le directeur de la structure en est l'illustration type. John Bolton, ancien ambassadeur américain à l'ONU, qui avait défendu la mystification des armes de destruction massive pour justifier l'invasion sanglante de l'Irak. Mais pendant ce temps-là, les zones d'ombre autour du rôle exact de Bougrabe dans l'entourage de Charlie Hebdo n'auront pas dissuadé l'élite parisienne de la faire revenir dans le giron. Le 1er avril prochain, elle était censée participer à une conférence organisée par Sciences Po et consacrée au thème femmes et politique. Où en est-on? Mais la vraie question, c'est l'affaire Bougrabe, Fredo et Charlie, où en est-on, demeure également ouverte. Nous savons que l'homme quasi flouté dans la vidéo de Boudot, celui qui avait filmé la scène de plus près, depuis la terrasse, s'était évaporé dans la nature après avoir remis ses propres images à Reuters. Les employeurs ont éludé la question de l'identité précise de cet individu, censé être un ouvrier polonais, présent ce jour-là sur un chantier de travail, en l'occurrence, le toit d'un petit immeuble, situé juste en face du rue Nicolas Appert. Le patron de la compagnie initialement en charge des travaux avait mentionné le prénom Janek de cet ouvrier, mais vu qu'il n'est plus impliqué dans ce chantier, intéressons-nous au cas de monsieur Geoffroy, propriétaire du bâtiment, qui avait expliqué son indignation à propos de Janek, renvoyé manu militari du chantier pour avoir vendu une vidéo capturée depuis le chantier sur lequel il était censé travailler. Les deux hommes ne seraient plus en contact. En réalité, le nom de famille de cet homme n'est pas Geoffroy et qu'il s'agit de son prénom. On y découvre par ailleurs qu'il n'a pas exactement le profil type du propriétaire parisien lambda. Il se nomme Geoffroy Siard. Cofondateur d'un hôtel chic et gay-friendly du 3e arrondissement de Paris, ce pimpant quadragénaire, autrefois responsable de développement d'une association humanitaire, et gérant d'une agence immobilière située près des locaux de Charlie Hebdo, est le fils d'Alain Siard, ancien capitaine de vaisseau, notamment le sous-marin l'Africaine, devenu co-dirigeant, de 1967 aux années 80, du CNEXO, un établissement public dévolu à l'étude stratégique des mers. Aux côtés de Claude Riffaut, ex-responsable du service action de la SDECE, ancêtre de la DGSE,
Il était notamment affecté à la question de l'armement maritime. La particularité du retraité bricoleur et ex-militaire Alain Siard, restée inexpliquée à ce jour, c'est que durant les années 1983-1986, il avait été mis sur écoute par l'Élysée. Son fils Geoffroy se distingue aujourd'hui sur un autre plan, celui de ses liens singuliers avec le puissant clan Dassault. En décembre 2013, Geoffroy Siard avait ainsi vendu un éminent domaine viticole, dont il était copropriétaire avec son frère Thibault, le château Faury de Souchard. L'heureux acquéreur, c'est le viticulteur d'à côté, le juif Laurent Dassault. Depuis 1955, les familles Siard et Dassault possèdent, exactement l'une face à l'autre, des vastes terrains viticoles à Saint-Émilion. Geoffroy Siard avait géré le domaine familial de 2006 à janvier 2014, avant de le céder à Laurent Dassault, lui-même à la tête du château Dassault depuis 1994. La proximité renforcée, c'est que le patron de la financière Dassault, dénommé Olivier Costa de Beauregard, et désormais coactionnaire de Delta AM, est également celui qui avait pris les rênes, au nom de Laurent Dassault, du domaine viticole qui avait appartenu aux Siard. La spécificité de Laurent Dassault, fils du sénateur UMP Serge Dassault, et dirigeant d'Art Curial, première maison française de vente aux enchères, mais également vice-président d'un groupe familial richissime se trouvant être 6e fortune de France, et partenaire de la DGSE, c'est sa connexion étroite avec le complexe militaro-industriel israélien. Proche de plusieurs personnages influents de la mouvance sioniste hexagonale, notamment David, Benjamin et Éric de Rothschild, ainsi que Patrick Drahi, patron de la chaîne israélienne I24 News et longtemps soutien financier de Sarkozy, Laurent Dassault cultive, outre des liens familiaux en Israël, des relations intimes avec de redoutables affairistes locaux, parmi lesquels Steph Wertheimer et de nombreuses figures de la classe dirigeante de Tel Aviv, notamment à la droite de la droite. L'homme est ainsi administrateur d'un fonds d'investissement dirigé par le juif Edward Kuckerman, par ailleurs porte-parole de l'armée israélienne, et de Yair Shamir. Membre d'un parti israélien ultranationaliste, ce dernier, fils de l'ancien premier ministre et agent du Mossad Yitzhak Shamir, avait récemment démissionné du gouvernement Netanyahou, en raison d'un scandale de corruption impliquant des responsables de son groupe. La revue Intelligence Online présente cet ex-militaire gradé comme le lobbyiste israélien de Dassault en Israël. Son parti d'extrême droite, présidé par le ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman, s'est récemment distingué en faisant la promotion de Charlie Hebdo dans les rues de Tel Aviv. En novembre, Laurent Dassault avait co-organisé, en compagnie de l'avocat juif Gilles William Goldnadel et Claude Gascoigne, une cérémonie en hommage au général Pierre de Bénouville, un homme célébré par la nébuleuse sioniste, pour avoir transgressé l'embargo décrété en 1967 par De Gaulle, de toute vente d'armes à destination d'Israël. Nulle surprise à cela, en 2008, ce quotidien israélien avait consacré un portrait aux promoteurs zélés de Bénouville. D'après la journaliste Ora Koren, Laurent Dassault se voit lui-même dans la continuité de son aïeul, Marcel Dassault, qui, lors de la naissance de l'État, arma Israël avec ses premiers avions. Résumons les faits. À l'origine de la vidéo étrangement filmée sans crainte d'être atteint par une balle, dans laquelle l'un des assaillants de Charlie Hebdo déclamait l'index gauche en direction du ciel, avoir vengé le prophète, un mystérieux Polonais anonyme, flouté par les médias télévisés et évaporé aujourd'hui dans la nature, était employé par une connaissance commerciale et familiale de longue date de Laurent Dassault, multimillionnaire ultrasioniste,
connecté à la branche militaire et radicale du régime de Tel Aviv. Et tandis que la chaîne israélienne I24 News fut la première au monde à révéler la double nationalité franco-algérienne des auteurs désignés de l'attentat, le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'avait pas tardé à exploiter politiquement un événement terroriste et islamiste, dont il avait lui-même annoncé, le 7 août dernier, les contours et l'imminence. Concours de circonstances ou pièces peu à peu rassemblées d'un puzzle complexe. Dans tous les cas, l'histoire de Janek évoque irrésistiblement celle d'un autre ouvrier immigré, le Tchèque Pavel Leva. En compagnie de son employeur, l'homme avait affirmé avoir filmé accidentellement, comme les frères Naudet, aujourd'hui documentariste officieux pour le compte de la Maison Blanche, les 2 crashs des avions dans le WTC, ce 11 septembre 2001. À l'instar de Geoffroy Siard, Cohen aurait reproché ultérieurement à son ouvrier, également évaporé depuis dans la nature, d'avoir vendu ces images aux médias.